Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler super cycle, on va parler de ce qui est en train de se passer, quelque chose qui transcende les cycles, qui change vraiment la notion de 4 ans. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer les risques liés directement à cette modification des cycles, comment en profiter et surtout comment ne pas être à la traîne par rapport à tout ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et on commence tout de suite en parlant des ETF. Alors, les ETF, ça a été l'élément marquant de début janvier 2024, on a eu toute une séance de rumeurs autour de ça, on a eu un Sell the News qui a fait à peu près 20-25%, qui est un moment important, mais surtout ce qui est très important à noter, c'est que nous avons eu vraiment, depuis le lancement, 7,6 milliards de dollars, donc depuis mi-janvier, 7,6 milliards de dollars investis directement dans les ETF. Ce sont des investissements qui ont été effectués à travers les ETF de BlackRock et de Fidelity majoritairement. Donc je rappelle qu'un ETF, c'est quoi? C'est une société qui détient des bitcoins, nous on achète des parts de cette société, et la société est capitalisée par rapport à la représentation de ce qu'elle détient, c'est-à-dire des bitcoins et le montant qu'elle détient. Donc c'est un moyen très simple de pouvoir s'exposer au niveau des institutionnels. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a réellement une accélération au niveau des différents investissements, et quand on regarde réellement toujours sur ce tableau-là, au nombre de bitcoins achetés, on voit bien qu'on a, depuis fin février, une accélération du nombre de bitcoins qui sont achetés par les différents ETF. Alors, on va parler de Grayscale en pas longtemps, mais il faut juste comprendre que ça, c'est vraiment le point très important. C'est qu'on a un flux de capitaux réellement conséquent qui est en train d'arriver sur les ETF. Ces flux de capitaux sont en train d'arriver par des institutionnels. Ce sont des institutionnels qui sont en train d'acheter. On a eu la nouvelle de Fidelity qui va intégrer dans ses portefeuilles qu'elle propose à ses clients entre 1 et 3% de crypto. J'aime bien le mot crypto, attention, retenez bien, c'est pas 1 ou 2% de Bitcoin. On va en revenir dans quelques instants. Mais vraiment, c'est de la crypto. Et donc, ça veut dire que c'est en train d'arriver. On a les institutionnels qui rentrent et on voit qu'on a un appétit pour ce produit-là. Le fait de voir 7,6 milliards d'inflow, malgré le fait qu'on ait Grayscale Capital qui est en train de liquider une partie de ses bitcoins, ça n'empêche qu'on a un flow qui est positif et qui est vraiment positif. On voit que le nombre de BTC est en constante augmentation par la représentation de la supply qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des bitcoins détenus par les ETF représente quasiment 4% de la totalité des BTC qui sont disponibles maintenant. Comprenez bien que c'est énorme, et que quand on commence à aller un petit peu plus loin, et ça on va en rediscuter dans quelques instants, vous allez voir que ça a un rôle très important dans cette notion de super cycle, c'est que si on le projette sur un an, on est à 6,52%. Retenez bien ça, on va revenir dessus. L'élément important à retenir pour l'instant, c'est que oui, on a un appétit insatiable pour le Bitcoin à travers les ETF, et ces institutionnels qui achètent, dans lequel on n'a quasiment aucun retail, on n'a quasiment aucun intérêt qui est porté à ce qu'est le Bitcoin, à la crypto. On commence à avoir un petit regain de personnes qui s'intéressent, mais c'est vraiment très faible, on est très loin de ce qu'on a pu connaître en 2021. Donc on est très loin de l'hyper phase parabolique du bullrun. Mais oui, comme je vous l'ai dit depuis l'événement Sell the News, on est en bullrun, comme j'avais commencé à vous le préparer, on n'a pas de phase de pré-bullrun au niveau du halving, et c'est grâce à ces ETF, et ça c'est vraiment un point qui va être très important à aborder. Pour plusieurs raisons, c'est que même si on a Grayscale qui continue à vendre ces BTC, donc on voit bien que on a Grayscale qui diminue, mais on voit que le reste continue à pousser, parce que tout simplement ils sont en train de liquider leurs BTC. Ils ont liquidé 9000 BTC quand même dans la journée du 1er mars, donc dans la journée de vendredi, et ça a fait mal au marché, donc ce qui fait que le marché est en train de se stabiliser. On sait qu'il y a Gemini qui était en train de vendre, qu'il y a eu l'accord de vente de ses parts de GBTC, donc on a Grayscale Capital qui est en train de liquider ces bitcoins pour pouvoir liquider ses parts de GBTC de Gemini, donc c'est plutôt quelque chose de classique. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase de vente, comme on a pu connaître là, et on va re-rentrer, une fois que Grayscale aura diminué ses ventes, sur une phase d'hyper-accélération et d'hyper-achat, et ça va être quelque chose qui va être très positif. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu on-chain, ce qui est en train de se passer, donc c'est-à-dire directement en regardant les données de la blockchain, on voit que le nombre de bitcoins qui sont disponibles dans les exchanges, donc c'est-à-dire directement par exemple sur Binance, sur BitGet, sur BingX, sur ZoomX, sur Bybit, sur tous ces exchanges qui sont vraiment des grosses exchanges, sur Coinbase, on voit que
il y a très peu de bitcoins qui sont encore disponibles, et ça fait que diminuer, en fait, tout simplement. Donc on a cette supply, c'est-à-dire le nombre de bitcoins disponibles, qui diminue drastiquement, et qui est en train d'être siphonné. Et c'est le cas aussi pour les OTC Desk. Les OTC Desk sont les bureaux qui servent à faire des transactions over the counter, donc sous-entendu, ne passant pas par le marché classique, ce qui est plutôt important pour des sommes comme les ETF, et on voit que cette liquidité est en train de diminuer. Donc ça veut dire qu'on a un tarissement réellement du nombre de supply qui est en train d'arriver. Et c'est pas le halving qui fait ça, c'est les ETF. Les ETF augmentent tellement la demande qu'il y a ici réellement un choc entre l'offre et la demande. Et ça, c'est vraiment important parce que ça impacte énormément le cycle, et on commence à se diriger petit à petit vers cette notion réellement de changement de cycle. Et je vais vous proposer une analyse un petit peu différente. Je vous ai montré dans la quotidienne déjà ce graphique en vous disant justement que c'était très important et que j'allais en parler aujourd'hui, et justement on va se concentrer dessus. Alors là-dessus vous allez vous dire oui mais c'est quoi ce graphique, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous allez voir que c'est super intéressant. Dans lequel nous avons ici, normalement, on se base en fait pour les cycles à travers le halving. Vous connaissez ce cycle de 4 ans dans lequel on a les halvings qui rythment en fait les phases de BTC, le halving arrive, on a une petite respiration et on a le début du bull run, on accélère, on fait le bear market, on latéralise, on attend le prochain halving et puis on recommence comme ça. Et ça c'était les cycles des 4 ans. Sauf que l'arrivée des ETF ont quand même vachement changé les choses, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est exactement ce qui se passe en fait une fois que le halving est passé. Et donc, notre ami The Rational Root, je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter, parce qu'à chaque fois c'est très intéressant ses prises de position et comment il analyse vraiment on-chain la partie Bitcoin, vous allez voir que il a fait le jeu, très sympa, de décaler les autres cycles, comme si le halving avait lieu au moment de l'ETF. Et même, si je devais le reformuler autrement, si l'ETF était réellement le halving. Comme si l'ETF était le halving. Et donc, on voit qu'on a des patterns qui sont identiques. Ça veut dire que on a bien une réaction du cours actuel, comme si la validation des ETF, et l'arrivée des ETF, et l'arrivée des l'inflow, était un halving. Et là-dessus, c'est là-dessus où en fait je vais vraiment m'axer, et pourquoi je vais définir que c'est potentiellement l'élément qui nous manquait pour déclencher une notion de super cycle, et pourquoi ça rentre dedans. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques instants, ça sous-entend... Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a quelques instants, vous vous souvenez vraiment que je vous ai dit que l'ETF était une forme de halving. Et oui, là on a la validation, ça veut dire qu'on impacte la demande. Il y a beaucoup plus de demande pour du Bitcoin. Et on va avoir le halving qui va arriver. Le halving, c'est une diminution par deux de l'offre, c'est-à-dire qu'on produit 2 fois moins de BTC disponibles. On a une diminution drastique du nombre de BTC disponibles, juste par fonctionnement, c'est-à-dire que les personnes perdent leur seed phrase, on va avoir des personnes qui vont holder ad vitam aeternam, 1 BTC égale 1 BTC, dans lesquels les personnes ne vont pas vendre. Donc forcément, structurellement, on va avoir le BTC qui va devenir de plus en plus rare, et on a une augmentation de l'offre qui est en train de rentrer. Donc ça veut dire qu'on va avoir un phénomène de rareté, qui est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça, dans lequel on n'a pas d'émissions supplémentaires. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura que 21 millions, voire même moins, parce qu'en disponible, il y en aura certainement beaucoup moins. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où c'est vraiment important, et c'est ce qui définit le début du super cycle. Et quand on regarde ce graphique-là, on comprend bien qu'on voit bien l'évolution du cycle. On voit bien que cette courbe, qui est du coup rose, à vous de me dire si vous la voyez rose ou pas, mais en l'occurrence qui est rose, on voit qu'on commence à accélérer directement, et c'est vraiment dans cette phase, les autres cycles, on avait cette même phase de l'altération, puis une nouvelle accélération. Et donc on va se demander qu'est-ce qui va se passer au niveau du halving, et ça va être vraiment important. Parce que oui, si on regarde ici le plan B, donc c'est-à-dire la modélisation de plan B sur est-ce qu'on est oui ou non dans un bull market, on est dans un bull market. Sauf que normalement, on est censé avoir cette petite zone rouge qui arrive, statistiquement, à partir du moment où on a le halving, ou un petit peu après le halving. Là, on le voit qu'on l'a bien en amont, donc on a encore une fois cette confirmation. Et on a un poids qui va être très fort au niveau du Bitcoin. Juste avant d'aller plus loin, juste petit rappel, vous êtes 50% à regarder la chaîne sans être abonné. Alors si jamais vous voulez me soutenir et que vous aimez mon contenu, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout partagez-la un maximum, ça m'aide énormément et surtout ça aide à faire connaître la chaîne. Et on reprend tout simplement en allant sur un graphique du BTC. Parce qu'on a fait une bougie qui est juste énorme, qui est vraiment très forte, qui est le point crucial de ce qui est en train de se passer, de ce momentum qui est en train de se créer. C'est un momentum qu'il faut impérativement saisir. Parce qu'on a
ici, l'élément dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est 6,52%. C'est-à-dire que si on comprend bien ce qui est en train de se passer, on a des liquidités qui sont en train de rentrer au niveau des ETF, ça fait que quelques semaines que les ETF sont ouverts, et ils représentent déjà 4%. Alors oui, il y avait Grayscale Capital qui est présent, mais ça n'empêche que la supply augmente continuellement. Et quand on regarde projeté à 1 an, à 12 mois, on voit qu'on est à 6,52, donc quasiment 7% de la supply. Donc ça veut dire que plus le temps va passer, plus la mise en place des ETF et de la démocratisation des ETF, que ce soit à travers le Bitcoin, que ce soit à travers Ethereum, à travers les autres cryptos, parce que ça va arriver, encore une fois, Fidelity, 1 à 3% crypto. Attention, on n'a pas dit Bitcoin, on a dit crypto. Donc c'est quelque chose qui est en tête, et je pense que là-dessus, on va avoir très vite un passage potentiellement à 10-15%. C'est très important de le retenir pour deux choses. Un, c'est que ça sous-entend qu'on va avoir un phénomène de rareté qui va continuer à accélérer, donc ça veut dire qu'on va avoir un momentum haussier qui va continuer à pousser, et qui va alimenter certainement ce super cycle dans lequel la notion de limite, en fait, au niveau de Bitcoin, est-ce qu'on peut dire que ça va être à 150 000 $, 200 000, 300 000? C'est compliqué de le voir, et le seul moyen de le voir, ce sera de valider est-ce que oui ou non, on a des inflows qui sont très importants. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'élément qui valide cette notion de super cycle. La deuxième chose, c'est que ça rajoute un nouveau risque. Alors, je vais pas rentrer dans la notion de Bitcoin maximaliste, dans le sens où je ne vais pas parler des risques sur le fait de posséder les Bitcoins et de manipuler le Bitcoin. Non, on n'est pas dans cette idée-là, bien que BlackRock a un passif au niveau de l'or. Bon, on met ça de côté, mais surtout dans le fait que ça crée une liaison avec le marché principal, et ça, on va l'aborder dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette analyse, dans laquelle on va revenir plutôt sur la partie macro, et comme quoi, cette liaison qui est très forte pourrait entraîner justement un crash qui pourrait être assez fort, assez violent, et qu'il va falloir, comme d'habitude, s'y préparer. Encore une fois, on n'oublie pas, être préparé à avoir tort, c'est vraiment le plus important. Avoir raison, c'est bien, c'est simple. Par contre, à avoir tort et savoir gérer le fait d'avoir tort, c'est encore autre chose, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir préparer des stratégies à chaque fois et être préparé à chaque situation. Et surtout, n'attendez pas ici de vous dire je vais attendre un retracement pour rentrer. Encore une fois, ne restez pas comme ces personnes qui attendent 10 000 $ pour rentrer, ceux qui attendaient ici en dessous des 3 500 $, 3 700 $ pour rentrer, ceux qui attendaient encore, pourquoi pas, un retest à 9 000 $. Voilà, ce sont des choses qui vont et qui viennent. Ne soyez pas les personnes qui restent sur le bord de la route, agissez réellement, et ça c'est vraiment important. N'attendez pas, exposez-vous, contrôlez votre exposition, ayez une stratégie derrière, prenez en considération que oui, on peut avoir un retracement, mais prenez en considération qu'on peut ne pas avoir de retracement du tout. Est-ce que vous voulez juste voir la fusée partir et être tout simplement en bas en vous disant « et si j'avais fait ça ?» C'est vraiment super important, ne pas attendre un retracement. Je vais vous donner un exemple concret que je donne de toute façon dans le groupe privé assez régulièrement, c'est que ici, admettons, on pense qu'il est 42 000, je vais attendre un retracement pour me placer. Ok, pareil, ici, 28 000, je vais attendre un retracement pour me placer. Je vais attendre un retracement de 20% pour me placer. Ok, 20%, ça veut dire que j'attendais potentiellement quelque chose qui était en dessous des 23 000 pour pouvoir rentrer. Ok, je suis pas rentré, ça a éclaté. C'est à 43 000. 43 000, je suis toujours dans cette idée-là, j'attends un retracement. Ok, j'attends un retracement, 20% ou moins. 34 000. Ok, comprenez bien que là, la personne qui était à 25 000, elle attend que le cours revienne à 34 000 pour acheter. Alors que tout simplement, si elle était déjà exposée à 24 000, elle aurait pas ou à 28 000, elle aurait pas cette réflexion-là, elle serait déjà capable de se dire, ok, je suis exposé, est-ce que je renforce mon exposition ou pas, est-ce que je vais chercher derrière des alts? Ne rentrez pas dans la dynamique de j'attends pour agir, commencez à agir dès maintenant, c'est vraiment très très important, parce que c'est ça qui va faire que vous allez être capable de profiter de ce bull run. Prenez en considération que oui, on peut être dans un super cycle, oui, on peut avoir des retracements de 20, 30%, parce que ça s'est déjà fait. Encore une fois, regardez ce retracement-là, le retracement, il est ici, il est de 30%, ok, voilà, il est là, ce retracement, d'accord? Il est pas là, encore une fois, il est pas là. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont acheté ici en ce retracement, ils ont acheté quasiment le top, d'accord? Donc, faites juste attention à ça, ayez conscience des limites, n'attendez pas, prenez conscience de l'impact de l'émotion et de cette notion de FOMO très forte. Je vais faire d'ailleurs une vidéo demain dessus pour pouvoir vous donner des clés, mais comprenez bien que il faut agir. Si vous n'agissez pas, vous attendez tout simplement. Il faut agir intelligemment, mais il faut agir.
Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite surprise en commentaire, une stratégie simple, et je vous explique qui je suis, pourquoi c'est le bon moment, et qu'il n'est pas, justement, trop tard. Même pour ceux qui sont toujours en train d'attendre éternellement ce retracement, il n'est pas trop tard. C'est en description et en commentaire, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à cliquer, regardez, vous avez tout pour pouvoir profiter de ce qui se passe. Vous avez des éléments clés dans lesquels vous allez comprendre que c'est le bon moment, et que on est toujours dans cette phase de bon moment, on est très loin d'être trop tard, et il faut justement agir. Alors, je vous ai dit que oui, on pouvait avoir un retracement. Et oui, on peut avoir un retracement, parce que plus on va avoir une symbiose entre le marché traditionnel et le Bitcoin, et globalement les cryptos en général, plus on peut avoir un impact. Ça sous-entend qu'on peut avoir un impact lié à l'économie américaine. Et là, il faut se poser la question, est-ce que l'économie américaine a une crise potentielle? Est-ce que l'économie américaine est peut-être surcotée? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Est-ce qu'on peut pas avoir un retracement? Alors si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, je vous ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs crises. La première crise, clairement, c'est on attend le 11 mars, on fait attention, dans lequel on sait que on a les banques régionales américaines qui sont dans le rouge, dans lequel on peut avoir encore une fois un SVB, donc c'est la Silicon Valley Bank, qui l'année dernière a déposé le bilan, en tout cas a fait une cessation de paiement, dans lequel ils ont eu un bank run, ils n'étaient pas capables d'assurer, on a eu Signature Bank, on a fait porter le chapeau à la crypto, mais ce n'était pas le cas, encore une fois, c'est un problème de crise au niveau des bonds. Je vais pas rentrer trop dans le détail maintenant, mais si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, justement, je vous ferai peut-être quelque chose qui va être beaucoup plus macro, mais il faut comprendre que là, les banques américaines sont dans le rouge, et c'est un peu même très compliqué, et ce que l'on attend ici, c'est que ce graphique arrive à 0, et quand ce graphique arrivera à 0, on aura la décision, est-ce que oui ou non la Fed appuie sur le bouton impression monétaire? Bon, clairement, ça va être le cas, mais en l'occurrence, on aura certainement cette phase de peur, et cette phase de peur va entraîner une réaction des institutionnels par rapport à leur asset management, et dans lequel, potentiellement, on pourra avoir une vente des actifs risqués pour se dérisquer, justement, et donc une vente des ETF. Et plus on va avoir ce pourcentage qui va être élevé, plus l'impact des crises macroéconomiques vont avoir un impact sur le BTC, et donc derrière sur l'ensemble du monde crypto. Donc ça veut dire que les retracements ne vont pas être liés au monde crypto, mais liés vraiment à l'analyse fondamentale du monde économique et de la macroéconomie qui est en train de se diriger. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller ce qui se passe sur le Nasdaq, il faut surveiller quelques petits éléments, comme par exemple ce que fait Jeff Bezos, le fait qu'il vende justement ses actions. Alors ce n'est pas pour acheter du BTC, faut arrêter avec les rumeurs à 2 francs 6 sous, c'est juste que tout simplement il est dans une politique de prise de profit, un petit peu comme on avait eu en 2020, 2021, 2022. C'est-à-dire qu'il considère que potentiellement, il y a un rendement qui est très important et qu'il y a peut-être un risque de retracement. Et il n'est pas le seul à voir ça, et il n'est pas le seul à se préparer à cette éventualité. Donc préparez-vous à cette éventualité. Par contre, à côté, à contrario même je devrais dire, le Russell, les 2000 small cap, qui est en accélération et en train de breaker un niveau très important de résistance. Donc si jamais on a le Russell qui ici repart à la hausse et dans lequel on arrive à dépasser cette résistance ici des 2135, on va dire les 2150, on aura un signal qui est suffisamment fort pour se dire qu'on a une économie américaine qui n'est pas apportée que par les 7 magnifiques, et qu'on a justement le reste de l'économie américaine qui continue à accélérer. Et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce que si on regarde le SP500 divisé par justement l'impression monétaire, on voit qu'on a ici une valorisation très forte du SP500. Donc on a une économie américaine qui nous dit que même si on n'a pas d'impression monétaire, on commence à accélérer. Et là-dessus, il va falloir surveiller ce graphique à partir du moment où on va avoir la Fed, la transition avec la Fed, le pivot de la Fed qui va avoir lieu. Le pivot de la Fed, c'est quoi? C'est ici, les taux d'intérêt, les taux directeurs de la Fed vont diminuer. On sait que ça va être le cas cette année. Bon, ça va pas être en mars, ça va pas être en mai, je pense que ça va être un petit peu plus tard, mais en l'occurrence, on sait que ça va arriver. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une forme d'impression monétaire qui va arriver, on va avoir un QE pour le quantitative easing qui va arriver aussi, donc je vais pas rentrer vraiment dans le détail. Pareil, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ou directement sur le Discord si ça vous intéresse, qu'il y ait des passionnés qui vous répondront, mais comprenez que là-dessus, on va avoir un afflux de liquidité qui va rentrer. Cet afflux de liquidité, et si jamais on voit que l'afflux de liquidité est important et qu'on a le SP500 qui continue à pousser sur ce ratio-là, ça veut dire qu'on va avoir une surperformance et une absorption du SP500 par justement ces liquidités, et ces liquidités-là, grâce aux ETF, vont ruisseler. Et il faut comprendre que c'est les deux, ça veut dire qu'on a une corrélation 1 à la baisse, oui, mais aussi à la hausse. Plus on va rentrer là-dessus, plus on aura une volonté d'aller chercher des performances, plus on aura des performances, plus on va avoir un ruissellement, et ainsi de suite. Donc pour moi, cette notion de super cycle,
peut être excessivement porteur à partir du moment où on va avoir une corrélation très forte et une économie américaine très très forte sur l'année à venir et l'année suivante. Mais si jamais on a une crise au niveau de l'économie américaine, là par contre ça risque d'être beaucoup plus compliqué. On risque d'avoir des retracements qui vont être violents, dans lesquels le BTC va être vendu, ce qui est plutôt classique, et à ce moment-là, il va falloir faire attention. La notion de BTC comme étant une valeur refuge n'est pas validée. Le fait qu'elle arrive dans les portefeuilles, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle arrive comme étant une part de risque ou comme étant une part de valeur refuge comme l'or? Le choix n'est pas encore fait et c'est impossible de pouvoir le déterminer. Et ce choix est très important parce que ça va déterminer ce que les gens feront en cas de retracement, en cas de crise. Est-ce qu'ils vont liquider cette position, si jamais c'est du risque, ou ils vont la renforcer si jamais c'est une valeur sûre. Et c'est là où la dichotomie se fait, et c'est impossible de pouvoir le déterminer. Maintenant, dites-moi plutôt vous ce que vous en pensez en commentaire, c'est intéressant d'avoir la vision de tout le monde, parce que si vous êtes là maintenant et vous suivez la chaîne déjà depuis un certain temps, bah vous êtes préparé, vous avez déjà ma vision, vous connaissez, vous vous intéressez, et moi, votre vision va m'intéresser, parce que c'est tout simplement la vision de tout le monde. Et chaque personne fait partie d'une vision globale. Est-ce que vous considérez que Bitcoin est considéré par les asset managers comme étant une part de risque, ou comme une valeur sûre comme l'or? Et là-dessus, on aura la réponse dans tous les cas assez rapidement si jamais on a un crack américain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et ne loupez pas la vidéo de demain, vous allez voir, ça va être très intéressant.